chanteront. Le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Libertaire. La voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité à Racaille, qui sera consacrée aujourd'hui à deux peintres, de la fin du 19e, début du 20e, une bonne partie du 20e pour là. Je veux parler de Moreau, Gustave, et de Rouault, comment il s'appelait ? Georges Rouault et Gustave Moreau. Ouais, le symboliste et l'expressionniste, si on peut dire ça comme ça, enfin le maître et l'élève. L'élève qui est devenu lui aussi un maître, voilà. Vous venez d'écouter Le Temps des Cerises avec le groupe mythique Noir Désir, qui n'existe hélas plus. Et puis on va essayer de regarder tout ça, enfin regarder l'art en tout cas, d'une manière un peu marginale, ce qui n'est pas gagné. Et par contre, on va faire une tentative de dénonciation des sales coups de la politique politicienne. Et là, comme toujours, on est gâté. Voilà. On n'a que l'embarras du choix, comme on dit dans Hold Up. Et tout de suite, pour se mettre en bouche, une petite citation qui est reliée ou en liaison ou en rapport avec mon presse-papier, qui sera suivi de celui de ma camarade Pichécou. Presse-papier, moi, qui est consacré aux cabanes, vous allez comprendre pourquoi quand je vous en causerai. L'imagination est la folle du logis. C'est une citation de Nicolas de Malebranche. Voilà. Bonjour tout le monde, donc je rappelle le numéro du studio pour nous joindre pendant les pauses musicales, 01 43 71 89 40. Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les races. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et les rapaces. Mais nous ne voulons plus fléchir sous le joug qui gourme à nos pères, car nous voulons nous affranchir de ce qui cause nos misères. Église, Parlement, capitalisme, État, magistrature, patron et gouvernants, libérons-nous de cette pourriture.
Pressons est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Ouvriers ou bien paysans, travailleurs de la terre ou de l'usine, nous sommes dès nos jeunes ans réduits au labeur qui nous mine. D'un bout du monde à l'autre bout, c'est nous qui créons l'abondance. C'est nous tous qui produisons tout, et nous vivons dans l'indigence. Église, parlement, capitalisme, État, magistrature, patron et gouvernants, libérons-nous de cette pourriture. Pressons est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. L'État nous écrase d'impôts, il faut payer ses juges, sa flicaille. Et si nous protestons trop haut, au nom de l'ordre, on nous mitraille. Les maîtres ont changé 100 fois, c'est le jeu de la politique. Quels que soient ceux qui font les lois, c'est bien toujours la même clique. Église, parlement, capitalisme, État, magistrature, patron et gouvernants, libérons-nous de cette pourriture. Pressons est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Pour défendre les intérêts des flibustiers de la grande industrie, on nous ordonne d'être prêts à mourir pour notre patrie. Nous ne possédons rien de rien, nous avons horreur de la guerre. Voleurs, défendez votre bien, ce n'est pas à nous de le faire. Église, parlement, capitalisme, État, magistrature, patron et gouvernants, libérons-nous de cette pourriture. Pressons est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. C'était La Révolte, interprétée par les 4 Barbus. Oui, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans médecin, pub à Racaille pour une émission consacrée aujourd'hui à Moreau et Rouault, un duo assez singulier d'un maître et d'un élève, à son tour devenu maître. Voilà, un maître symboliste et un élève expressionniste. C'est quand même comment dirais-je, une association assez peu ordinaire dans le monde artistique et dans l'histoire de l'art. Voilà, mais ça sera après les presse-papiers de Shlomo et Piquécou. Bon, 3,8 millions ou 3,8 millions, c'est le nombre de mal logés dans ce biopays selon le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre, et même pour ceux qui sont anticléricaux primaires. C'est une fondation qui fait quand même pas mal de bon boulot. Voilà. Alors, avec une augmentation du nombre de personnes sans domicile, les interminables attentes pour accéder à un logement social, entre 3 et 10 ans en Île-de-France,
on pointe une constante dégradation de ce qui se passe dans ce biopays. Elle ne date pas d'hier d'ailleurs, cette dégradation. Entre 1970 et 2006, le loyer moyen a doublé par rapport aux revenus, voyez-vous. Hein, c'est déjà un début d'explication. Malgré une petite baisse en 2015, et vu les prix affichés à Paris, 4e ville la plus chère de la planète, beaucoup de monde reste à la porte, la quasi-totalité des gens qui en ont besoin, en tout cas, d'un logement. À moins d'être en CDI et de gagner 3 fois le prix de son loyer, trouver un toit relève de l'exploit. Je parle toujours à Paris. Hein. La province, on peut encore se loger, mais il n'y a pas de boulot. Alors bon. En dépit de la taxe sur les logements vacants, créée en 1999, écoutez bien et cramponnez-vous, 2,6 millions de logements étaient toujours vides en 2015, alors que 900 000 personnes ne disposent pas d'un logement autonome. Et si vous espérez trouver le bonheur à la campagne, sachez que le prix du mètre carré de terrain à bâtir, il a pris du ventre et maintenant, il est à plus 178% en 10 ans. Toujours en 6 ans, pardon. Alors bon, à force de galérer et d'espérer de trouver un toit à se mettre sur la tête pour se protéger des intempéries, voilà, près d'1 million de personnes ont opté pour l'habitat dit léger. D'après l'association pour les habitants de logements éphémères ou mobiles, caravane, mobile-home, yourte ou cabane. Moi, j'aime bien le mot cabane. Voilà. Ce million cache des situations variées, bien entendu. Des modes de vie plus ou moins choisis ou plus ou moins précaires. Des décroissants qui ont fait le choix d'une vie plus proche de la nature avec leur yourte, aux salariés défavorisés qui ont abandonné leur rêve de pavillon de banlieue. Hein, vous connaissez les petits pavillons de banlieue, mon rêve, la villa des Hirondelles, voilà, au Beau-Troène, etc., avec jardinet et aide Troène, tiens, justement, pour un mobile-home en camping. Vous avez bien entendu, pour un mobile-home en camping. Et d'ailleurs, dans mon bled Bobo, là, juste en face de la Marne, du côté Champigny, qui est une ville communiste, une des rares encore de l'Est parisien, il y a un immense terrain de camping qui est occupé toute l'année, voilà. Par des gens évidemment qui peuvent pas se payer un logement et qui ont un boulot sérieux tous les jours, quoi. Voilà. Nous n'avons d'ailleurs qu'une vision assez réduite de la situation, car ces formes d'habitat sont souvent illégales. Toujours pareil. On est pauvre, on le reste. Hein. On est dans la merde, on le reste. On va rien faire pour vous en relever, observe Manuel Domergue, porte-parole de la Fondation Abbé Pierre, qui prône une attitude non répressive de l'État. Oui, l'État, il va pas faire de la répression dans le 16e ou dans le 8e. Soit parce qu'il s'agit d'un choix qu'il faut respecter, soit parce que ces gens sont vulnérables, qu'ils soient des dissidents ou qu'ils s'adaptent à une contrainte financière, voire les deux à la fois. Les habitants mobiles vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. L'expulsion, la destruction de leurs abris. La loi interdit d'élire domicile en camping. Face à l'incurie de l'État, si on leur fout un peu la paix, les mecs, non? On pourrait peut-être enfin mettre l'imagination au pouvoir. C'est pas de mal à veille. Ça, c'est mon commentaire. Nous nous sommes donc lancés sur les traces de ceux qui proposent des solutions. Voilà, c'est un dossier réalisé par Léa Gasquet dans le ciné mensuel que ma camarade Piquet-Cou achète et qu'elle me repasse après l'avoir lu, quand elle l'a pas oublié sous un orage ou une pluie diluvienne. Quand il n'y a pas des manifs sous la pluie, surtout. C'est le dernier qu'elle m'a refilé, elle avait été à la manif, là. C'était quel contre l'état d'urgence. Voilà, contre l'état d'urgence, et elle m'a ramené une espèce de torchon complètement pourri. Mais Roro, elle marchait 2 heures sous la pluie. Non, bien sûr. Voilà, l'article s'intitule « Logement, des solutions contre la galère ». Alors voilà, le problème est posé et comment il y a des gens évidemment qui font travailler leur 6 boulots, vous voyez, hein. Parce qu'en France, il y a une interdiction, mais environ une interdiction de loger dans les campings, machin, tout ça, les logements précaires et tout. Il y a 200 000 personnes qui résident toute l'année en camping. Non mais, ils ont ouvert la porte de leur caravane ou de leur mobile-home à la réalisatrice Stéphane Mercurio quand la caravane passe.
raconte avec pudeur la vie plus ou moins choisie, les rêves et les galères de ces hommes et de ces femmes devenus campeurs chevronnés par la force des choses. Voilà. Alors je vous dis, moi, pas loin d'où je crèche, on peut aller faire une visite guidée dans un immense terrain de camping où il y a des gens qui résident toute l'année. Mais des gens, je vous dis, c'est pas des clodos, malgré tout le respect que ça veut pas dire que je respecte pas les clodos, mais je veux dire, ils ont des moyens de subsistance en tout cas, mais pas suffisants pour pouvoir avoir un logement à Paris ou en région parisienne, parce que essayez d'avoir un HLM, vous avez vu, ça au moins en moyenne entre 3 et 6 et 10 ans ou 3 et 10 ans. Bref, enfin, c'est insupportable, quoi. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors voilà, il y a des gens, il y a des retraités aussi qui vivent dans ces terrains de camping, parce que non seulement ça leur revient moins cher, parce qu'on voit, il y a des retraites quand même. Ça commence à 600 € par mois, voilà. Il y en a beaucoup qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté, des retraités maintenant. Et voilà, et puis en plus, ça leur fait de la compagnie, parce que dans ces lieux alternatifs, dans ces terrains de camping, etc., il y a une certaine, je ne voudrais pas aller jusqu'à fraternité, mais quand même, il y a une solidarité encore qui existe, et on s'aide entre campeurs précaires, on s'aide, voilà, il y a des vieux qui retrouvent des vieux, ou qui se mélangent aux jeunes, enfin bref, c'est beaucoup plus convivial qu'on l'imagine, voilà. Alors beaucoup arrivent avec l'espoir de repartir rapidement dans ces campings, mais c'est rarement un soulagement au début, mais dans cette époque de crise, il se tisse quelque chose de fort entre ces gens. Le camping devient comme une tanière, un endroit protégé où se créent des liens de solidarité, où l'on peut se reconstruire. Les gens que j'ai rencontrés se sont souvent montrés méfiants avec moi au début, car ils craignaient le regard extérieur et le misérabilisme. Voilà. Alors bon... Et il y a des communautés, il y en a une en Dordogne par exemple, il y a un collectif de jeunes gens, jeunes plus ou moins jeunes d'ailleurs, il y a un noyau dur de charpentiers, mais des gens jeunes, hein. Il y en a même un qui a rejoint 2 copains qui s'étaient installés là, dans le Périgord noir, qui passe un CAP en candidat libre et devient charpentier à son tour. Quand je suis arrivé, je ne savais pas planter un clou, se souvient Rémi, qui s'est rapidement adapté à la vie au grand air. Une tronçonneuse à la main, le jeune homme a entrepris la construction d'une extension à sa roulotte pour l'accouchement de sa compagne, Charline, enceinte de 7 mois. Voilà. Alors, ce collectif construit des baraques en dur, en bois, hein, et je vous donne le prix, je vous le donne, Émile, 800 € pour une baraque. Alors, c'est pas une villa 15 pièces, etc. On peut vivre dedans, voilà. Il y a le chauffage, il y a l'eau, l'électricité, il y a les toilettes sèches. Voilà, et ce sont pas forcément des gens versés dans une écologie pure et dure. Voilà. Non, mais comment Alors la moyenne d'âge, je vous dis, entre 27 et 33 ans, voilà. Et puis il y a les galères aussi de gens. Ah voilà, je vais vous dire. Oui, 800 € pour 15 mètres carrés avec une mezzanine et un poêle en sus. Voilà. Voilà, vous comprenez que 6 mois dans une cabane à lapin avec 200 € de loyer par mois, faites le calcul, voilà, pour ce prix-là, tu as une super cabane. Bon, hein, Alors, en même temps, la nourriture, les frais d'électricité, de gaz et d'eau sont répartis entre les habitants, environ 5 € par jour. Thomas, qui est charpentier lui aussi, est vigneron improvisé à l'ambition de produire du vin du domaine, avec la parcelle de vigne de la propriété. Ça sera de la piquette, mais bon, piquette, c'est plus sain que la plupart des pinards de marque qui sont bourrés de pesticides, voilà. Alors, voilà, mais ils sont pas complètement démunis non plus, parce qu'ils achètent des produits locaux et se commandent des bouquins sur Internet, voilà, c'est la vie moderne dans les bois, s'amuse Léo. Bon, il y en a d'autres qui sont emmerdés par les municipalités, hein, qui veulent rien savoir, qui sont obtus comme tout, qui leur foutent des procès au cul, etc. Ouais, etc. Principalement sur les yourtes, hein, ça reste un gros problème, les yourtes, hein, c'est terrible. Non, mais c'est, oui, non. Alors qu'une yourte, hein, c'est vraiment ça s'intègre au paysage, vraiment, on peut pas dire que ça soit laid, une yourte, et en plus, ce sont des habitats qui peuvent, il suffit de la plier, de la ranger, puis voilà, il reste pas de traces, si vous voulez. C'est pas comme ces putains de trucs en parpaing, là, le coût du parpaing, du béton et tout ça, l'énergie que ça coûte, la pollution, les carrières, etc. Enfin bref, là, le bois, en France, on a une forêt de plus en plus importante. On a de quoi construire des baraques en bois, voilà. D'ailleurs, il y a Piquécou qui a une fille qui est sur le plateau des 1000 vaches, là-haut, où il y a
un village, c'est comment il s'appelle? C'est un écoquartier. Un Ouais. écoquartier du C'est un écoquartier à Faux-la-Montagne. à Faux-la-Montagne, Justement, voilà. où les maisons sont des maisons en bois, en plus en partie construites par la Sapo Ambiance Bois qui fonctionne très bien, qui est à Faux-la-Montagne aussi, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est quand même, si vous voulez, après les babacools de 1968 qui sont partis un peu à l'arrache comme ça, avec justement avec leur yourte, avec leurs tentes, même des tentes d'Indiens, ou alors des combis Volkswagen, enfin etc. Maintenant, bon bah il y a une nouvelle génération, des trentenaires en quelque sorte, mais des gens qui viennent de milieux assez favorisés pour beaucoup en tout cas, mais qui supportent pas la vie qu'on leur fait dans les entreprises, etc., et qui ont décidé de voir si on pouvait pas vivre ailleurs mieux, en tout cas, et pour moins cher et sans stress, et voilà. Ça n'empêche pas, c'est pas idyllique, hein, que c'est pas le paradis non plus, mais on est en marche pour ça, en tout cas. Voilà. Voilà, ouais. Et ça veut pas forcément dire retourner à la bougie. Non, pas du tout, non, parce que ces gens-là ont l'eau, l'électricité. Il y en a même qui ont le Wifi. Enfin, il y a Voilà, aucun tout à fait. problème. Non. On reste avec le monde. On a quand même un contact extérieur. Absolument, oui, ils vivent pas dans des grottes, voilà, ils vont pas à la chasse aux bisons, ni rien. non, mais vous pouvez vraiment prendre, il y a 2 pages, hein, il y a 3 pages là-dessus sur le dernier ciné mensuel. Vraiment, vous pouvez le prendre et le lire avec profit parce que c'est quand même, bon, c'est pour un vieux schnock comme moi, c'est pas nouveau, parce que bon, je dis, en 68, on a vécu ça. Moi, je suis parti à cette époque-là. Je suis parti en 75 pour un quart de siècle dans la Cambrousse. J'ai eu ma borie, j'ai eu ma caravane, etc., etc. J'en suis pas mort, j'en suis revenu parce que pour des circonstances particulières. Mais bon, voilà, on peut vraiment vivre, surtout maintenant, beaucoup plus que dans les années 70. On peut maintenant, il y a des modèles qui existent comme celui dont je vous parle, là. Et c'est pas le seul. Je dis avec cette histoire à Faux-la-Montagne, etc., sur le plateau des Mille Vaches, là où il y a une espèce de bande de chevelus là qui font vraiment un boulot extraordinaire. Et donc voilà. Mais ils sont beaucoup plus organisés qu'on l'était nous dans les années 70. Ouais, tout à fait. Alors bon, c'est bien, Robert, que tu nous fasses un presse-papier avec un peu d'optimisme quand même. Bien sûr, ça change. En plus, c'est vrai que ces pages du ciné mensuel sont délicieuses, quoi. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça fait du bien. Moi, mon presse-papier, malheureusement, je vais retourner dans les choses plus sombres. Ouais, c'est voilà. gens qui rient, gens qui pleurent. Voilà. Donc avec comme citation, une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. Une citation de Martin Luther King. Donc tu m'avais mis un petit speech aussi avant mon presse-papier sur l'apartheid, hein. Sur l'apartheid. L'apartheid était une politique dite de développement séparé, affectant des populations selon des critères raciaux ou ethniques dans des zones géographiques déterminées. Il fut conceptualisé et mis en place à partir de 1948 en Afrique du Sud, mais là on remplacera par Israël. Voilà. Et aboli donc le 30 juin 1991, ça c'était pour l'Afrique du Sud, parce qu'en Israël ça continue. Ouais. Donc tout ça, c'est pour annoncer effectivement mon presse-papier. Donc voilà, Salah Hamouri est un franco-palestinien qui vit à Jérusalem Est et qui a connu en 2005 les geôles israéliennes pendant presque 7 années sous un motif de délit d'intention. Voilà, délit d'intention d'assassiner le leader spirituel du parti religieux ultra-orthodoxe Chasse. C'est un fait, en fait, dont la seule preuve apportée est qu'il soit passé devant le domicile du rabbin 3 mois avant son arrestation. Il a donc été condamné par un tribunal militaire sur un dossier vide, un tribunal par ailleurs illégal au regard du droit international. Il a été libéré en fait quelques mois avant ces 7 années de peine, parce qu'il y avait eu un échange de prisonniers avec Gilad Shalit, qui était un soldat franco-israélien qui avait été capturé dans la bande de Gaza. Alors là, par contre, sur ce soldat Gilad Shalit, on en a beaucoup parlé, on a vu sa photo partout, alors que Salah Hamouri, lui, est passé complètement à côté des médias. Donc, une fois libéré, ce jeune Palestinien reprend des études de droit pour devenir avocat, mais Israël s'acharne contre lui et 2 arrêtés militaires l'empêchent de se rendre à Ramallah suivre ses cours. Et ça, tout se passe effectivement donc dans l'indifférence complète de la communauté internationale.
Et depuis ces faits, Salah a rencontré Elsa Lefort, qui est française. Pour info, c'est la fille de Jean-Claude Lefort, qui est un député communiste, qui a été député communiste dans le Val-de-Marne. Donc le couple se marie en mai 2014 à Jérusalem, et Elsa est actuellement enceinte et elle doit accoucher là en mars. Et l'acharnement contre ce couple va continuer. Normalement, ce mariage étant dûment acté et enregistré, Elsa aurait dû recevoir un visa épouse qui lui permettant de voyager librement, non seulement en Israël et en Cisjordanie, mais aussi l'autorisant à sortir pour aller à l'étranger et pouvoir rentrer. Une demande a été faite pour ce visa. Un premier refus est tombé avec plus d'1 an de démarche. Motif, votre mari est un danger pour Israël et donc pas de visa pour vous. L'appel qui a rendu suspensif cette décision a été fait. Et Elsa travaille par ailleurs pour le consulat général de France à Jérusalem. Et à ce titre, elle a obtenu un visa de service qui est délivré par le Bureau des affaires consulaires du ministère des Affaires étrangères israélien qui lui permet d'aller et venir sur place et à l'étranger. Visa de service qui est valable jusqu'au 12 octobre 2016. Donc le 21 décembre 2015, elle utilise donc cette possibilité légale pour venir en France voir sa famille. Elle en repart le 5 janvier et arrivée à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, en milieu de journée, les autorités israéliennes contestèrent donc la validité de son visa de service, au prétexte qu'elle n'avait pas de visa épouse. Elle est mise en prison pendant 2 jours, sans le moindre ménagement, en fait, malgré quand même sa grossesse avancée. Aidée d'un avocat dépêché sur place, elle fait appel de cette décision. Réponse, cette fois ce n'était plus seulement son mari, mais c'était elle-même qui était dangereuse aux yeux des autorités israéliennes. Donc elle fit de nouveau appel le lendemain, donc le 7 janvier, et la réponse du tribunal fut identique. Vous êtes une terroriste, ni plus ni moins. En conséquence, Elsa est expulsée du territoire avec l'impossibilité à l'heure qu'il est d'y retourner. Elle est enceinte de 6 mois et demi, donc bientôt elle ne pourra plus reprendre l'avion quand sa grossesse sera trop avancée. Et son enfant risque donc de naître en France. Et justement de ne pas avoir un statut de jérusalémite comme son père et d'en être ainsi séparé. Donc un enfant qui n'aurait pas le statut de résident permanent, un statut que possèdent donc les Palestiniens de Jérusalem-Est. C'est un statut spécial qui a été créé donc à la suite de l'occupation israélienne de Jérusalem-Est en 67, sans lequel ils ne peuvent pas résider dans leur ville. Voilà, donc cette histoire, c'est celle aussi de centaines de familles qui subissent la politique démographique israélienne à l'œuvre à Jérusalem, c'est-à-dire qu'on essaye d'éclater les familles au maximum, donc avec un refus du regroupement familial et effectivement la volonté de pousser dehors les binationaux qui sont politisés, qui pourraient avoir une attache à l'étranger. Alors, il y a un journaliste qui s'appelle Nadir Dendoun qui s'est penché donc sur le silence médiatique, qui a fait un documentaire qui sera projeté à Stein donc ce vendredi 19 février à 19h30, qui sera suivi d'un débat, l'entrée est libre. Et dans le débat, il y aura même le réalisateur et Julien Salin, qui est un spécialiste du traitement médiatique de l'information. Et à savoir que Nadir Dendoun, lui, est journaliste indépendant et qu'il a rencontré Salah Hamouri, donc début 2012, peu avant sa sortie de prison. Alors apparemment, la France se mobiliserait, Fabius aurait demandé à Israël de laisser Elsa rentrer à Jérusalem, mais je crois que pour l'instant, ça reste en statu quo, quoi. Et que Fabius n'est plus ministre des Affaires étrangères, donc ça risque encore de traînailler un bon bout de temps. Voilà, une femme déclarée par un tribunal où on se demande où est la justice, mais on l'a l'habitude en France, c'est un peu comme ça aussi, terroriste, parce qu'elle est enceinte peut-être, voilà, oui elle est enceinte d'un petit Palestinien, ça c'est pas bien vu quoi, voilà. Non mais on croit, c'est toujours la même chose dans ce pays, ils se foutent complètement de toutes les lois internationales, de tout ce qui peut contrarier leur politique, ils en ont rien à battre. Voilà, bravo Israël, continuez comme ça. Le jour où ça va vous retomber sur la gueule, il sera temps de pleurer. C'est l'odeur de la terre qui monte après la pluie. Une femme éveillée près d'un enfant qui dort. La douceur du silence et la peur de la nuit.
C'est une histoire d'amour à la vie, à la mort. C'est une histoire d'amour à la vie, à la mort. Un chemin de forêt qui se perd dans la brume, comme un ruisseau d'argent sur la buée d'un miroir. C'est un rêve d'automne où de grands feux s'allument, une source d'eau vive au fond de ma mémoire. C'est le vent qui se lève et le blé qui ondule, quelques grains de pollen au cœur d'un bouton d'or. Le noyau de l'atome et le sang des globules. C'est une histoire d'amour à la vie, à la mort. C'est une histoire d'amour à la vie, à la mort. La chanson des roseaux dans le vent du matin, un enfant qui sourit sur un livre d'images, tous les oiseaux du ciel à portée de la main, tous les bruits de la mer au creux d'un coquillage. C'est un point dans l'espace où les jours se confondent, une lueur d'incendie entre l'aube et l'aurore. C'est la fin de l'hiver et le début du monde. C'est une histoire d'amour à la vie, à la mort. C'est une histoire d'amour à la vie, à la mort. C'est une étoile de mer sur le sable mouillé. C'est l'univers entier dans le bleu d'un regard. Un rayon de soleil qui joue sur l'oreiller. Quelques mots, quelques rimes, un accord de guitare. Ou l'odeur de la terre qui monte après la pluie. Une femme éveillée près d'un enfant qui dort. La douceur du silence et la peur de la nuit. C'est une histoire d'amour à la vie, à la mort. C'est une histoire d'amour à la vie, à la mort. C'est une histoire d'amour à la vie, à la mort. C'était À la vie, à la mort par Gilbert Lafaille. Et un grand remerciement à Jean pour ses CD. Oui, Jean Perduzzi. Ah oui, d'accord. Merci Jean.